J'ai cherché les ennuis et je les ai trouvés. Des mots plus vrais n'ont jamais été prononcés. Dès son plus jeune âge, Ponzi a découvert que le travail acharné et l'apprentissage dans les livres n'étaient pas faits pour lui. Il a toujours été impliqué dans une combine après l'autre, espérant qu'un jour il trouverait la chose qui le rendrait riche au-delà de ses rêves les plus fous. Il s'est avéré qu'il avait raison. Un jour, Charles Ponzi a été frappé par un éclair d'inspiration perfide et a mis en œuvre l'une des escroqueries les plus effrontées et les plus ambitieuses de l'histoire. Le concept de base de l'escroquerie a même pris son nom. Bon, certes, des gens comme Lou Parman ou Bernard Madoff ont utilisé la fraude avec beaucoup plus de succès, et comme on le verra, il n'était pas le premier à le faire. Je me permets une petite parenthèse sur Bernard Madoff. Est-ce qu'au final, un homme n'a pas voulu prendre le pouvoir d'une institution, à savoir la banque? Car au final, cette arnaque est bien connue, institutionnalisée, et peut-être, du coup, considérée comme légitime. Mais il n'en est rien. Mais revenons à nos moutons. Aujourd'hui encore, on se souvient de l'escroquerie sous le nom de pyramide de Ponzi. L'escroc attirait ses victimes avec la promesse simple mais irrésistible d'un gain rapide et facile. Mais c'était une tentation que Ponzi lui-même ne pouvait pas contrôler. Il a continué à manigancer et à comploter même lorsque les murs de ses mensonges s'effondraient autour de lui et que la fin était inévitable. En fin de compte, ces méthodes trompeuses lui ont coûté son argent, sa femme, ses amis, sa liberté. Et il a fini par mourir sans un sou dans un hôpital de bienfaisance au Brésil. Aujourd'hui donc on va s'intéresser à Charles Ponzi, l'escroc qui a connu des hauts et des bas. Charles Ponzi est né Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tibaldo Ponzi le 3 mars 1882 dans la ville de Lugo dans le nord de l'Italie. Ses parents sont Oreste et Demelda Ponzi. De nombreuses informations sur les premières années de Ponzi proviennent de l'homme lui-même, des interviews qu'il a accordées après être devenu une célébrité nationale, ainsi que de son autobiographie pleine de vantardisme en même temps laquelle ne l'est pas. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a un risque inhérent à croire à un escroc sur parole, mais on n'a pas vraiment le choix ici. Selon Monsieur Ponzi, sa famille était autrefois aisée et vivait à Parme, mais elle avait connu des temps difficiles avant sa naissance. À un moment donné, il a déménagé à Rome et a fait des petits boulots avant d'être accepté à l'université Sapienza de Rome. De son propre avis, Ponzi n'était pas vraiment un étudiant consciencieux. Il préférait traîner dans les bars et les cafés avec ses riches amis. Comme il le dit lui-même, dépenser de l'argent semblait être la chose la plus attrayante au monde. Comme on pouvait s'y attendre, les bons moments n'ont pas duré longtemps et après quelques années, Ponzi a été contraint de quitter l'université sans argent et sans le diplôme. Il a entendu des histoires d'autres Italiens qui sont partis en Amérique pour trouver la gloire et la fortune, et donc il a décidé que c'était la seule voie qui s'offrait à lui. Le 15 novembre 1903, Charles Ponzi arrive dans le port de Boston à bord du SS Vancouver. Toujours selon ses dires, il n'a que 2,5 $ en poche, car il a perdu le reste de son argent en jouant aux cartes pendant la traversée de l'Atlantique. Tiens, est-ce que ça rappelle pas quelqu'un? CF Titanic, sauf que lui a gagné. En revanche, il a l'espoir de gagner 1 million de dollars. Malgré ça, son ascension vers le sommet a été longue et lente, et elle a commencé par une série de petits boulots le long de la côte Est précisément. Il a travaillé comme garçon de café, serveur, peintre d'enseigne, mais n'est jamais resté longtemps au même poste parce qu'il avait toujours des ennuis pour avoir volé ou essayé d'escroquer les clients. Après quelques années, Ponzi part au Canada et s'installe à Montréal. En 1907, il trouve un emploi d'assistant caissier à la banque Zerossi, une nouvelle entreprise ouverte pour répondre à l'afflux récent d'immigrants italiens. Grâce à son charme et à son sens du contact, ainsi qu'à sa capacité à parler plusieurs langues, Ponzi réussit à gravir rapidement les échelons. Il aurait pu entamer une brillante carrière de banquier si le propriétaire de la banque, Luigi Zerossi, ne s'était pas livré à sa propre escroquerie. Il attirait de nouveaux clients avec des taux d'intérêt généreux sur les dépôts bancaires, sauf qu'il payait ses intérêts avec l'argent déposé sur les nouveaux comptes. Pendant ce temps, il utilisait les bénéfices pour des prêts immobiliers. Finalement, la combine échoue et Zelothi s'enfuit au Mexique. Ponzi se retrouve à nouveau sans le sou. Il falsifie un chèque de 223 $ et se fait prendre. Il passe 3 ans au pénitencier fédéral de Saint-Vincent-de-Paul à Montréal avant de rentrer aux États-Unis.
De retour à Boston, Ponzi ne tarde pas à s'impliquer dans une autre affaire criminelle. Cette fois, il s'agit de faire passer la frontière à des immigrants italiens. Il se fait à nouveau prendre et passe 2 ans en prison. Après être redevenu un homme libre, il semble que Ponzi ait essayé de marcher dans le droit chemin, du moins pendant un certain temps. Rose Nietzo, une jeune femme qu'il a rencontrée un jour dans un tramway et dont il est tombé amoureux, y est peut-être pour quelque chose. Ponzi lui fait une cour assidue, et très vite la jeune fille innocente sait prendre son charme et de son apparente sophistication. Il se marie en 1918. Pendant cette période, Ponzi travaille d'abord comme caissier pour un courtier, J.R. Poole, puis reprend l'épicerie de son beau-père. Aucune de ces activités ne s'est avérée fructueuse et Charles Ponzi s'est rapidement mis à la recherche d'un nouveau stratagème pour s'enrichir rapidement. Même si vous n'avez jamais entendu parler de Charles Ponzi avant cette biographie, il y a de fortes chances que vous connaissiez au moins l'escroquerie qui porte son nom, le système de Ponzi. Mais alors de quoi il s'agit exactement? La pyramide de Ponzi est une fraude à l'investissement qui repose sur le vieil adage selon lequel il faut voler Pierre pour payer Paul. La base de l'escroquerie consiste à payer les dividendes des investisseurs plus anciens avec l'argent des nouveaux investisseurs. Les gens pensent que leur argent est investi judicieusement dans des entreprises rentables et que la personne en charge est vraiment bonne dans son travail. Or, la plupart des fonds vont directement dans la poche de l'escroc. En échange, les victimes récupèrent un peu d'argent qui, dans leur esprit, représente les bénéfices qu'elles ont réalisés, grâce à des transactions légitimes. Pour elles, l'essentiel de leur investissement est toujours sain et sauf, sans se rendre compte qu'il a déjà disparu, utilisé pour rembourser d'autres investisseurs et pour financer le train de vie luxueux de l'escroc. Le principal inconvénient de la pyramide de Ponzi est qu'elle nécessite un flux constant de nouveaux investisseurs pour rembourser les premiers. Si le puits se tarit, l'escroquerie s'effondre. C'est pourquoi ces escrocs font de leur mieux pour assurer un apport constant de nouveaux fonds en promettant d'énormes profits sans aucun risque. L'escroquerie se transforme ainsi en un cercle vicieux. Plus l'escroc verse de bénéfices, plus il faut d'argent frais, ce qui augmente le montant des bénéfices versés, d'où le besoin de nouveaux investisseurs et ainsi de suite. Une fois qu'une chaîne de Ponzi est mise en place, elle ne s'arrête pas tant qu'elle ne s'est pas effondrée et que la fraude n'a pas été révélée au grand jour. Malgré ça, un escroc habile peut la faire durer pendant des années, voire des décennies. Il ne manque généralement pas de personnes incapables de résister à l'attrait de l'argent rapide et facile. La chaîne de Ponzi est généralement confondue avec la chaîne pyramidale, et bien que les deux soient très similaires, il existe quelques différences essentielles. La plus importante est que, dans la pyramide de Ponzi, le fraudeur agit en tant qu'opérateur unique et interagit directement avec toutes ses cibles. Dans un système pyramidal, en revanche, les participants doivent recruter d'autres personnes pour obtenir des avantages, ce qui crée à chaque fois une couche de séparation entre eux et le fraudeur initial. En outre, une pyramide de Ponzi promet aux victimes des bénéfices par le biais de méthodes d'investissement obscures, alors que les participants à une pyramide savent dès le départ que leurs bénéfices proviennent de l'adhésion de nouveaux membres. En règle générale, une pyramide de Ponzi est plus durable car elle nécessite moins de personnes pour rester à flot. Bien que le nom de Charles Ponzi soit inexorablement associé à ce type d'escroquerie, il n'a pas été le premier à l'utiliser. Une ancienne actrice allemande du nom d'Adèle Spitzeder pourrait revendiquer ce titre après avoir ouvert une banque en 1871 et utilisé cette méthode pour rembourser ses investisseurs. Son escroquerie a duré un peu plus d'1 an, mais elle a été rapidement suivie par l'Autrichien Johann Baptist Placht, dont la fraude a été découverte en 1874. En Amérique, Sarah Howe pourrait être la première à utiliser cette technique. En 1879, elle ouvre à Boston une banque, la Ladies Deposit Company, qui propose des taux d'intérêt élevés sur les dépôts. Elle prétendait être soutenue par une organisation caritative pour les victimes du tremblement de terre, mais utilisait simplement l'argent des nouveaux déposants pour payer les taux d'intérêt. Un autre escroc notable est William 520% Miller, qui dirigeait le Franklin Syndicate. Il a escroqué 1 million de dollars en monnaie des années 1890 avant de se faire prendre. Selon la Securities and Exchange Commission, SEC, des États-Unis, certains signaux d'alerte peuvent aider les investisseurs à éviter les combines à la Ponzi. Il s'agit notamment de la promesse de rendement déraisonnablement élevé sans risque de rendement constant quelle que soit
l'état du marché, de formalités administratives douteuses, de vendeurs non agréés et de stratégies d'investissement secrètes ou complexes. Si ça semble trop beau pour être vrai, eh ben c'est généralement le cas, malheureusement. On a maintenant une idée générale de ce qu'est une pyramide de Ponzi. Comment l'escroquerie donc de Charles Ponzi fonctionnait-elle exactement? Elle reposait sur un coupon postal spécial appelé International Relay Coupon IRC, introduit en 1906. Il était destiné à être échangé contre le timbre-poste nécessaire à l'envoi d'un courrier ordinaire à tarif unique entre deux pays membres de l'Union postale universelle UPU. En d'autres termes, un habitant des États-Unis, qu'on va appeler Jack, envoie une lettre à Marie, en France. Il souhaite recevoir une réponse, mais ne s'attend pas à ce que Marie dépense son propre argent en timbre-poste pour lui répondre. C'est pourquoi il a joint à la lettre originale un IRC, donc ce fameux coupon qu'il avait acheté aux États-Unis et que Marie pouvait échanger dans son propre pays contre les frais d'affranchissement nécessaires pour lui renvoyer une autre lettre. Ponzi n'avait jamais entendu parler de ces coupons jusqu'à ce qu'il en reçoive un d'une entreprise espagnole. Il avait écrit de nombreuses lettres à des entreprises en Europe pour leur présenter diverses idées et cette entreprise lui a répondu en joignant un IRC pour sa réponse. L'idée de Ponzi de faire gagner de l'argent à l'entreprise espagnole fut rapidement oubliée car il avait une nouvelle idée. Ponzi s'est rendu compte que l'inflation, principalement causée par la Première Guerre mondiale, entraînait une différence légère mais perceptible dans la valeur des timbres qui étaient échangés à l'aide des IRC. Le taux de remboursement de ces coupons était fixé par un traité international, mais il était théoriquement possible de réaliser un profit en achetant des IRC dans un autre pays avec une monnaie qui avait baissé par rapport au dollar, puis en les échangeant contre des timbres aux États-Unis et en vendant ensuite ces timbres en monnaie américaine. Ponzi pouvait par exemple acheter un IRC dans un bureau de poste espagnol pour une valeur de 30 centavos. Il pouvait ensuite l'échanger aux États-Unis contre un timbre d'une valeur de 5 cents, et réalisant un bénéfice donc de 10%. S'il développait cette opération, il pourrait obtenir des dividendes substantiels. Le bénéfice sera encore plus important s'il achetait des IRC dans les pays où l'inflation est la plus forte. En fait, ce que voulait Ponzi était une sorte d'arbitrage qui consiste simplement à acheter quelque chose sur un marché et à le vendre sur un autre marché où le prix est plus élevé. Cette pratique était non seulement courante et rentable, mais aussi parfaitement légale. Ponzi avait son argumentaire et avait maintenant besoin de gens pour investir. Il a affirmé avec audace qu'il avait des agents dans toute l'Europe qui achetaient des IRC en masse et les lui renvoyaient pour qu'il puisse les échanger et les vendre avec profit. Il se vantait de pouvoir offrir un retour sur investissement de 50% en 45 jours ou de 100% en 90 jours. Les demandes de détails supplémentaires auraient été refusées au motif qu'elles pouvaient aider la concurrence. Superbe. Mais en réalité, la mise en place d'une telle opération aurait été si coûteuse qu'elle aurait complètement annulé les bénéfices réalisés grâce à la vente des IRC. Sans parler du fait qu'il n'y ait pas assez de coupons postaux dans le monde pour soutenir une activité de la taille de celle de Ponzi. Mais ce ne sont pas des détails qui préoccupent ses clients. Dans un premier temps, Ponzi s'est adressé aux banques, mais celles-ci n'ont pas voulu mordre à l'hameçon et ont refusé de lui accorder des prêts pour cette nouvelle activité. En revanche, il a eu beaucoup plus de succès en s'adressant à la population qui s'est montrée plus encline à croire à ces histoires de richesse facile. Au début, il s'adresse surtout à ses amis et à ses connaissances. Comme l'affirme son biographe, Donald Dunn, le plus grand talent de Ponzi n'était pas d'être doué pour les finances, mais plutôt d'être doué pour les relations humaines. Il veillait à ne pas être trop agressif dans ses présentations. Il affichait sa réussite avec désinvolture et n'entrait dans les détails que lorsque les autres le pressaient. Ensuite, s'ils insistaient absolument, il prenait leur argent. En janvier 1920, Ponzi crée la Securities Exchange Company. À cette époque, l'argent avait commencé à affluer et l'escroc disposait d'une réserve d'investisseurs. Lancer sa propre affaire était la prochaine étape naturelle, ainsi qu'une mesure nécessaire pour attirer de nouveaux clients et continuer à fournir les rendements promis. Très vite, il déménage dans un bureau plus grand, sur Boston School Street, le site de la première école publique des États-Unis. Il n'a pas fallu longtemps à Ponzi pour gérer des millions de dollars provenant de dizaines de milliers d'investisseurs. Les gens faisaient la queue autour du pâté de maison pour donner leur argent à ce magicien de la finance sorti de nulle part et qui détenait le secret d'une richesse inouïe.
Au plus fort de son succès, Ponzi gagnait environ 250 000 dollars par jour. Ce nouveau succès lui a évidemment permis de mener un train de vie somptueux. Il a acheté un vaste manoir de 12 pièces à Lexington dans le Massachusetts. Il se déplaçait en ville, dans une limousine avec chauffeur construite sur mesure, portant des costumes sur mesure, coûteux, des épingles à cravate en diamant et une canne à pommeau d'or. Parmi ses dépenses les plus somptueuses, on peut citer l'achat d'une banque qui avait précédemment rejeté sa demande de prêt, ainsi que de la société de courtage de Poole, où il travaillait auparavant. Et tout ça uniquement dans le but de pouvoir virer son ancien patron. Les bons moments ont duré moins d'un an pour Ponzi avant qu'il ne se fasse prendre, et avec le recul, il est surprenant que cela ait pris autant de temps. Il était peut-être un vendeur hors pair, mais Ponzi n'était pas un financier chevronné, comme Bernard Madoff par exemple, qui a pu faire durer ce qu'on appellera une escroquerie pendant des dizaines d'années. En fait, l'attaché de presse de Ponzi le qualifié plus tard d'idiot financier qui ne savait même pas additionner. Son système n'a pas résisté longtemps à l'examen d'une personne qui savait de quoi elle parlait. Cependant, Ponzi a réussi à retarder les enquêtes, d'abord en attaquant en justice un journaliste financier pour diffamation, ce qui a eu un effet dissuasif sur les autres journalistes, puis en amadouant les fonctionnaires de l'État et en apaisant leurs soupçons croissants. Le monde de Ponzi s'est écroulé au cours de l'été 1920, principalement grâce au Boston Post, qui a même remporté le prix Pulitzer du service public pour avoir révélé les opérations de Ponzi. Toutefois, le mérite en revient également à William McMaster, l'homme que Ponzi avait engagé comme publiciste peu avant sa chute. Au début, les relations entre les trois frères étaient excellentes. L'une des premières actions de McMaster en tant que publiciste de Ponzi a été d'organiser une interview avec le Boston Post, qui avait à l'époque le plus grand tirage de la Nouvelle-Angleterre. Le 24 juillet, un article sur Ponzi a été publié en première page du journal. Il décrit son histoire de pauvre à riche, vous savez l'histoire commune, je suis parti de rien, je suis arrivé à tout, et explique comment il a pu offrir à tous ses investisseurs des rendements étonnants qu'aucun autre financier n'a pu approcher. Le 26 juillet, un lundi, Ponzi se rend à son bureau et y trouve une file d'attente impressionnante de personnes souhaitant donner leur argent. En une seule journée, Ponzi a collecté plus de 3 millions de dollars. C'est l'équivalent de 34 millions de dollars aujourd'hui. Ce succès retentissant n'est pas sans inconvénient car il a permis à Ponzi de faire la une des journaux dans tout le pays. Le Boston Post en particulier s'intéresse désormais de près à lui. Parallèlement, McMaster commence à douter des affirmations de son client, réalisant qu'il aurait été impossible pour quiconque d'obtenir le type de rendement promis par Ponzi. Finalement, McMaster est convaincu que son client est un escroc et commence à collaborer avec le Post pour le démasquer. L'éditeur par intérim du journal, Richard Grosier, s'est d'abord montré réticent à l'idée par crainte d'un procès, mais McMaster l'a convaincu avec l'aide du procureur Nathan Tuft, qui lui a promis l'immunité contre les poursuites judiciaires si l'article s'avérait faux. Le 2 août, le Boston Post publie un article écrit à la première personne par McMaster, dont le titre est Declares Ponzi is now hopelessly insolvent, déclare que Ponzi est maintenant désespérément insolvable. Le publicitaire affirme que Ponzi est endetté d'au moins 2 millions de dollars et jusqu'à 4,5 millions de dollars si l'on prend en compte les intérêts sur les billets en circulation. La chute a été très rapide pour Ponzi. Il tente de rassurer ses investisseurs, de s'en prendre à ses accusateurs, mais rien ne peut empêcher les auditeurs du gouvernement d'examiner ses comptes. Le 11 août, le Poste a encore accéléré sa chute en révélant que Ponzi avait passé du temps en prison au Canada pour avoir falsifié les chèques. Un rapport officiel de la Poste américaine révèle que Ponzi n'a jamais encaissé de IRC aux États-Unis, tandis qu'un audit conclut qu'il est endetté à hauteur de 3 millions de dollars, chiffre révisé par la suite à 7 millions de dollars. Charles Ponzi est arrêté pour fraude postale. Sa chute a entraîné l'effondrement de 6 banques et la ruine financière de dizaines de milliers de personnes qui ont reçu moins de 30 cents sur leurs investissements. Pour ce qui est de la fin de Ponzi maintenant. Dans un premier temps, Ponzi n'a passé que 3 ans et demi en prison avant d'être libéré sur parole. Cependant, il est immédiatement arrêté à nouveau pour vol qualifié et condamné à une nouvelle peine de 7 à 9 ans d'emprisonnement. Ponzi a fait appel de la condamnation de l'État et a été libéré sous caution jusqu'à ce que l'affaire soit réglée.
Il a immédiatement fui le Massachusetts et s'est retrouvé à Jacksonville en Floride. Malgré l'effondrement complet de son château de cartes financier, Ponzi n'avait pas l'intention de se remettre dans le droit chemin. Il se lance immédiatement dans une autre escroquerie, qui consiste à profiter du boom de l'immobilier en Floride. Il fonde le Chapel Land Syndicate et vend des propriétés à des investisseurs inconscients, attirés par le charme de Ponzi et ses promesses d'énormes rendements sur des terrains de grande valeur en quelques mois seulement. Ils ont vite découvert qu'ils n'avaient en fait acheté que des terrains marécageux sans valeur et des propriétés sous l'eau. Ponzi a de nouveau été arrêté, mais avant que les autorités ne réalisent à qui elles avaient affaire, il a payé sa caution et s'est de nouveau enfui. L'escroc l'ayant échappé belle une fois de trop, il décide de s'enfuir en Italie. Il se rase la tête et la moustache et s'assure un passage en tant qu'homme d'équipage à bord d'un navire marchand en partance pour l'Europe. Mais son identité est découverte et Ponzi est arrêté dans le port de la Nouvelle-Orléans. Cette fois, l'escroc suprême ne peut plus s'échapper. Il purge 7 ans de prison, est libéré en 1934, puis expulsé vers l'Italie car Ponzi n'a jamais obtenu la nationalité américaine. Les dernières années de sa vie ne sont pas bien documentées parce qu'elles n'ont pas été abordées dans son autobiographie, et aussi parce que le monde s'est désintéressé de Charles Ponzi. L'homme qui sort de prison n'est plus le même que celui qui y rentre. Ponzi a perdu sa jeunesse, son assurance et sa ruse. Sa femme ne l'a pas suivi en Italie et ils ont divorcé quelques années plus tard. Ponzi n'a pas fait long feu dans sa patrie et s'est retrouvé au Brésil. Selon une version des faits, c'est parce qu'il a de nouveau été pris en flagrant délit d'escroquerie et qu'il a dû s'enfuir. Selon une autre version, un de ses cousins qui travaillait dans l'armée de l'air lui a trouvé un emploi auprès d'une compagnie aérienne qui effectuait des vols entre l'Italie et le Brésil. Cet emploi n'a duré que quelques années car la jeune compagnie aérienne a été fermée lorsque le Brésil s'est rangé du côté des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Charles Ponzi a passé les dernières années de sa vie dans la misère, travaillant comme enseignant et traducteur pour joindre les deux bouts. Une attaque cérébrale le laisse partiellement aveugle et paralysé. Il meurt alors le 18 janvier 1949 dans un hôpital de charité de Rio de Janeiro, laissant derrière lui à peine assez d'argent pour couvrir son enterrement. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour ne pas manquer les suivantes, abonne-toi et on se dit à une prochaine.